Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cet atelier dans le cadre de la semaine de l'égalité entrepreneuriale que vous regardez certains depuis la Martinique, d'autres depuis la Guyane, la Guadeloupe, la Réunion ou Mayotte. Merci beaucoup de votre participation. C'est la première année que cet événement qui se fait habituellement en Martinique est retransmis dans vos territoires ultramarins. Je suis Anna Pérez, je suis cofondatrice du réseau Lila, qui est un réseau de soutien et d'accompagnement aux femmes entrepreneurs en Martinique. Et je suis accompagnée de Laetitia qui va se présenter. L'atelier d'aujourd'hui, donc le sujet, c'est assurer sa sécurité de chef d'entreprise, mode d'emploi. Cet atelier a pour objectif d'être très interactif. Donc, n'hésitez pas à laisser vos caméras ouvertes et lorsque les exercices auront lieu, à échanger avec nous directement en activant votre micro. Laetitia, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc bienvenue à cet atelier. Merci de nous permettre de vous éclairer, en tout cas, sur ce sujet qui demeure essentiel lorsqu'on est chef d'entreprise. Donc, je suis Laetitia Laclé, conseillère d'entreprise à la CCI Martinique. Donc, j'accompagne les entrepreneurs et les chefs d'entreprise sur sur leurs projets, mais aussi dès leurs premiers pas pendant les 3 premières années d'activité. Donc, voilà. Donc, c'est avec plaisir que je co-anime ce module ce matin avec Anna Pérez. Voilà, merci Laetitia, puisque cet atelier est lancé dans des conditions un peu particulières. Vous savez que en Martinique, les blocages, voilà, la situation n'est pas aisée et ça bouscule beaucoup les agendas de tout le monde. Donc, en tout cas, merci à tous d'être présents, de prendre le temps d'être avec nous. Vous êtes déjà plus de 100 personnes dans cet atelier. Donc, il se tient dans le cadre du projet de l'égalité entrepreneuriale, qui est un projet copiloté par la préfecture de Martinique et la collectivité territoriale. Excusez-moi. Alors, il va falloir que je comprenne la petite difficulté que j'ai avec la présentation. Je crois que c'est lié au fait que je dois admettre les participants qui sont en salle d'attente. Excusez-moi. Alors, il faut que j'arrive là. Voilà, il va maîtriser. Excusez-moi. Donc, cette initiative est portée par la délégation régionale aux droits des femmes de Martinique, soutenue également par les délégations des différents territoires que j'ai nommés tout à l'heure, et donc dans le cadre du plan territorial pour l'entrepreneuriat des femmes, qui est porté par les préfectures, BPI France et les délégations régionales aux droits des femmes. Un grand merci à tous les acteurs qui ont permis la tenue de cet événement. Alors, l'objectif et le déroulé de cet atelier. Dans un premier temps, on va tenter de définir ensemble un terme qui peut sembler un peu vague. Qu'est-ce que c'est assurer sa sécurité? Ensuite, découvrir ce qu'est la sécurité professionnelle quand on entreprend à travers les études de cas de Sandra et Olivia. Les noms ont été remplacés, mais ce sont deux entrepreneuses de Martinique qui ont vécu des situations assez challengeantes et à risque. Et on va voir à travers leur histoire les différents types de sécurité auxquels il faut penser et ce qu'on peut faire, voilà, le pouvoir d'action qu'on a pour se protéger. Ensuite, on vous présentera un petit exercice pour s'auto-évaluer, pour voir dans sa situation actuelle, dans quel niveau de sécurité on se trouve. Et enfin, on clôturera en regardant les ingrédients clés pour se sécuriser et se protéger. Alors, je voudrais déjà tout de suite commencer en demandant aux personnes présentes s'il y en a une ou deux qui veulent bien partager avec nous, pour elles, leur définition
Voilà, on a 4 définitions autour du terme de sécurité. Être en sécurité, on peut dire aussi se sentir en sécurité, être sécurisé et se sécuriser. Alors tout ça, ça semble être la même chose, mais il y a des petites nuances. Alors du coup, est-ce qu'il y a une personne parmi vous qui se sentirait d'ouvrir son micro et de nous dire, pour vous, qu'est-ce que c'est être en sécurité en tant qu'entre femme entrepreneur? Alors, n'hésitez pas. Est-ce que vous... Est-ce Je que vous vais, êtes... je vais tenter. Ah. Ah oui, avec plaisir, merci. Alors, pour moi, en tant qu'entrepreneur, être en sécurité, c'est être dans un bon réseau. D'accord. On peut avoir des partenaires pour nous aider à différentes échelles du fonctionnement de la société, de l'entreprise. Se sentir en sécurité, c'est être à l'aise avec son activité professionnelle et savoir qu'on aura toujours une entrée de revenus. Euh, Être sécurisé, c'est avoir anticipé un peu tous les cas dans lesquels on pourrait se retrouver, tous les problèmes qu'on pourrait rencontrer en tant qu'entrepreneur et avoir déjà trouvé des solutions. Et puis, se sécuriser, c'est bon, moi, je suis très qualité, donc déjà respecter les cadres légaux, euh, faire en sorte à ce que notre activité soit pérenne et viable. Je sais pas, bon, voilà. Oui. D'accord, ben, merci. Voilà ce Merci que je beaucoup pense. pour cette contribution. Effectivement, là, tu as balayé pas mal de concepts qu'on va voir aujourd'hui. Alors, voici ce que nous, on vous propose. Alors, sachant que vraiment, notre idée, c'est d'être dans la simplicité. Parce qu'au quotidien, on gère déjà énormément de choses. Donc, l'atelier d'aujourd'hui, l'idée vraiment, c'est de le rendre accessible à tout le monde et d'utiliser des termes que chacun peut comprendre, peut facilement s'approprier et l'appliquer à son quotidien. Donc, être en sécurité de façon très basique, mais vous allez voir que ça implique beaucoup de choses derrière, c'est une situation dans laquelle je ne suis exposée à aucun danger, à aucun risque. Se sentir en sécurité, alors contrairement à être en sécurité où c'est un état de fait, c'est un fait, je suis en sécurité, se sentir en sécurité, c'est plus un état d'esprit, c'est un ressenti confiant, on est tranquille, car on ressent, on a l'impression d'être à l'abri de tout danger. Donc je ressens que j'ai l'impression d'être à l'abri de tout danger, je me sens en sécurité. Être sécurisé. Là, en fait, c'est quand il y a une action extérieure, quelque chose qui est indépendant de nous, qui va avoir une action. Je bénéficie d'une action extérieure qui me fait passer d'un sentiment de crainte à un sentiment de sécurité. Et se sécuriser, c'est aussi ce fait de passer d'un sentiment de crainte à un sentiment de sécurité, mais par contre, c'est moi qui fais l'action. Je me sécurise, je fais une action pour moi qui diminue mon niveau de risque et mon niveau de danger et qui me permet de me faire passer d'un sentiment de peur à un sentiment de sécurité. Est-ce que ces concepts-là, est-ce que ça, c'est OK pour vous? Mettez-nous dans les commentaires. Est-ce que vous voyez la nuance entre ces différents concepts? Oui? Merci. Alors, on va passer tout de suite à une petite précision par rapport au fait que
justement, la sécurité, c'est quelque chose d'extrêmement large et qui peut s'appliquer à tout un tas d'éléments dans notre vie. Et c'est ça qui rend la situation un peu complexe, c'est qu'il n'y a pas juste, comme on entend souvent parler, par exemple, la sécurité financière et la sécurité physique. Non, il y a tout un tas d'autres sécurités qui sont importantes à reconnaître, à savoir, parfois on n'y pense même pas, parce qu'elles vont avoir forcément un impact sur notre vie de chef d'entreprise. Alors, quand on dit chef d'entreprise, je tiens à préciser que c'est une femme qui gère une entreprise. Peu importe le statut, peu importe d'ailleurs dans le cadre de cet atelier si on a déjà lancé son entreprise ou si on est encore dans les prémices ou au démarrage ou si on fait qu'un test d'activité, peu importe si on est déjà à un niveau très avancé, ce sont des sujets qui vont concerner tous les aspects de notre vie et nous sommes une personne qui gère une entreprise. Et la sécurité, elle concerne aussi bien nous en tant que personne que l'identité, l'entité entreprise. Donc, il y a dans les différentes typologies de sécurité que vous voyez apparaître sur l'écran, certaines vont nous affecter nous en tant qu'êtres humains et d'autres l'entreprise. Mais dans les deux cas, comme c'est nous qui portons toute la responsabilité de notre vie personnelle, parfois familiale et d'entreprise, tout est interconnecté et il est important, avant de se lancer ou en cours de route, de se poser et de voir si les difficultés qu'on rencontre ne sont pas liées justement à des situations où on est trop exposé. Alors, vous avez donc une liste ici, je vais passer très rapidement dessus. Les déplacements, ça c'est tout ce qui concerne vous, votre capacité à vous déplacer. Vous avez un véhicule, est-ce qu'il est en bon état de fonctionnement? Vous utilisez les transports en commun, est-ce qu'ils sont sécurisés? Est-ce que le niveau d'accident est modéré? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas d'accident dans les transports publics? Est-ce que les points où vous attendez le bus sont des endroits où vous êtes en sécurité? Le logement, ça c'est quelque chose, donc parfois on peut choisir où on habite, parfois on ne peut pas choisir. Donc, est-ce que notre logement, il nous apporte les bonnes conditions pour vivre, pour notre famille, mais aussi parfois pour travailler, puisque parfois quand on démarre, on n'a pas l'argent pour acheter ou louer un local et on doit travailler. Donc, est-ce que les conditions dans notre logement, elles sont suffisamment bonnes pour assurer notre protection au quotidien? On dit toujours avoir un toit sur la tête. Est-ce que ce toit-là, il nous donne, voilà, il est bien pour nous? La sécurité alimentaire, ça concerne la capacité d'un territoire à fournir toute l'alimentation nécessaire à sa population. Parfois, il arrive, on a eu le cas par exemple à Mayotte, où le territoire n'a plus pu assurer la consommation d'eau de la population. Donc, on était en insécurité alimentaire, mais ça concerne aussi tout ce qui est eau, bien évidemment. Alors, ça peut être à la fois la disponibilité ou non des ressources alimentaires, ça peut être la qualité de ces aliments, est-ce qu'ils sont bons à consommer, et ça peut être leur accessibilité financièrement, est-ce que tout le monde a accès peut s'acheter en fait de quoi manger. On est en plein dedans en ce moment en Martinique où il y a de nombreuses manifestations et beaucoup de conflits autour de ces questions de vie chère, puisque tout le monde, justement, c'est la situation, tout le monde ne peut pas accéder à une alimentation saine à cause des tarifs trop élevés. La sécurité familiale, ici, c'est les personnes qui sont proches dans notre entourage. Est-ce qu'on bénéficie d'un conjoint, de parents, d'oncles, de tantes, de cousins, cousines, qui sont des personnes
soutenantes, des personnes sur qui on peut compter. Pareil pour le voisinage. Est-ce qu'on se trouve dans un quartier où les gens s'entraident entre eux, où il y a une bonne entente, ou est-ce qu'on est parfois amené à vivre dans un quartier où des personnes font du trafic illicite ou font beaucoup de tapage, où il peut y avoir des braquages, etc. Donc là, on va voir aussi que le lieu de notre lieu de vie, notre quartier, a un grand impact aussi sur la vie en général. Au niveau amical, donc on est toujours dans les relations humaines, est-ce qu'on dispose d'un entourage d'amis qui vont pouvoir nous soutenir en cas de difficulté ou pas? Concernant les communications, alors là, ça va rejoindre un petit peu le sujet des infrastructures. Est-ce que sur le territoire, je suis en capacité de communiquer facilement avec les autres personnes, aussi bien au niveau personnel qu'au niveau professionnel? Est-ce que mon réseau de téléphone me permet de passer tous les appels que je veux? Est-ce que mon connexion Internet me permet de participer aux visioconférences ou à fournir des prestations à mes clients? Au niveau financier, la sécurité financière, là, c'est notre capacité à avoir suffisamment d'entrée d'argent pour payer toutes les charges que nous avons dans le quotidien, les factures, à la fois pour nous, pour notre foyer, pour notre vie de famille, mais aussi pour notre entreprise. Donc, est-ce qu'on est en sécurité financière? Est-ce qu'on a assez de revenus pour vivre à minima en payant toutes les charges qui nous incombent? La sécurité informatique, donc là, c'est est-ce que j'ai accès à du matériel informatique qui me permet aujourd'hui de fonctionner dans un monde de plus en plus informatisé? Et est-ce que les données, est-ce que les informations que j'ai à la fois sur mon ordinateur, sur mon téléphone, sur mes tablettes, etc., qu'elles soient personnelles ou professionnelles, est-ce qu'elles sont en sécurité ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent y avoir accès sans que je le sache, sans mon autorisation? Et est-ce qu'il y a des risques qu'une personne mal intentionnée regarde ce qu'il y a dans mes affaires ou que des pirates informatiques mal intentionnés viennent prendre les informations de mon entreprise et par exemple bloquent mon compte en banque ou se servent dedans, etc. Il y a des risques associés à ça. La sécurité de l'environnement politique et social. En Martinique, aujourd'hui, on a un bon exemple. Nous sommes dans une situation où il y a des émeutes, il y a des blocages de routes, il y a des conflits parfois avec des armes. Donc, nous ne sommes pas dans un environnement sécurisé si on va justement sur ces lieux-là. Chaque gouvernement a l'obligation d'assurer la sécurité de ses citoyens. Donc, c'est pour cela qu'il y a des forces de l'ordre qui interviennent actuellement pour essayer de freiner l'insécurité. Il existe des territoires, hors France par exemple, où l'État ne peut pas assurer cette sécurité à ses citoyens. Et donc, s'il y a des émeutes, s'il y a des pillages, ça peut envahir, on peut penser à la situation de Haïti par exemple, où les citoyens sont en insécurité quasiment permanente parce que les infrastructures, les forces de l'ordre ne sont pas en capacité d'assurer la sécurité. On a la sécurité des infrastructures et de la logistique. Donc, est-ce que sur mon territoire, il y a des routes en bon état? Est-ce qu'il y a des établissements scolaires qui fonctionnent?
Est-ce qu'il y a des services publics comme la Poste qui me permettent de faire acheminer des colis professionnels ou personnels? Et est-ce que j'ai la capacité de faire venir, quand on a mis logistique, c'est est-ce que je suis en capacité de faire venir des éléments extérieurs, que ce soit des personnes ou des biens de l'extérieur pour soutenir mon entreprise, mon activité professionnelle. La sécurité physique. Donc, c'est est-ce que dans mon environnement aujourd'hui, je n'ai pas d'éléments qui peuvent attaquer mon intégrité physique. Principalement, on peut penser aux violences intrafamiliales. Donc, est-ce que aujourd'hui, je suis en sécurité lorsque je suis à la maison avec mon conjoint ou avec d'autres personnes? Est-ce que tout le monde respecte bien mon intégrité physique? Également, la sécurité psychique. Donc, parce que parfois, on n'a pas besoin de lever la main sur quelqu'un pour lui faire du mal. On peut aussi lui parler mal, le critiquer, la menacer. Donc, est-ce que je suis entourée de personnes qui me permettent d'avoir une santé mentale, un état d'esprit tranquille, où je me sens en sécurité, où je ne me sens pas attaquée? Enfin, la sécurité administrative, ça c'est très important, surtout dans un État français, où il est important pour pouvoir faire des démarches, créer une entreprise, scolariser son enfant, d'être à jour dans ses papiers d'identité, par exemple, sa carte d'identité, son passeport, ses déclarations aux impôts, etc. Donc, est-ce que je suis à jour dans ma situation administrative? Si je ne le suis pas, je peux être à risque, je peux diminuer mon niveau de sécurité parce que, par exemple, si je ne suis pas à jour, ça peut m'empêcher d'accéder à des aides sociales. Ça peut m'empêcher, si j'ai un voyage pour le travail à faire, d'aller sur un territoire où il me faudrait une carte d'identité pour monter dans un avion. Voilà, ce sont des petits éléments à prendre en compte dans le panorama. On a une question de Kelly qui dit « Est-ce que si je n'ai pas un niveau de sécurité élevé sur tous ces domaines, mon entreprise peut-elle être viable ?» Alors, merci Kelly pour cette question. Je pense qu'on va pouvoir y répondre progressivement en regardant la situation de Sandra et Olivia, qui elles aussi ont des niveaux de sécurité assez faibles sur certains de ces points. N'hésite pas à remettre ta question. Voilà, je la note. Alors, notre question de Kelly. Et on y répondra, je pense que toi-même, puisqu'on va faire un petit exercice d'auto-évaluation où vous allez voir. L'idée, ce n'est pas de vous inquiéter, ce n'est pas de vous dire s'il y a ces points-là, vous êtes en insécurité, vous ne pouvez pas entreprendre. Ce n'est pas du tout le discours. Le discours, c'est s'il y a un point sur lequel je suis en insécurité, quelles sont les démarches que je peux faire pour augmenter mon niveau de sécurité et me mettre à l'abri. Donc, est-ce que jusque-là, vous êtes toujours avec nous? Est-ce que jusque-là, ça vous semble clair? Oui, merci. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que parmi ces différents types de sécurité, il y en a auxquels vous n'aviez jamais pensé? Est-ce qu'il y en a sur lesquels vous n'étiez pas attardé, vous n'étiez pas jamais posé la question? Alors, si quelqu'un veut prendre la parole, vous pouvez activer votre micro. Nathalie dit non. OK, donc je comprends que tu avais déjà un aperçu de tous ces différents types. D'accord. Claudine, elle dit qu'elle n'avait pas pensé à la sécurité du voisinage. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Est-ce que pour tout le monde, c'était quelque chose qui était... Alors, Nelly, elle dit le logement. Elle n'avait pas pensé au logement.
D'accord. Michael dit, oui, tous sont importants, mais je n'avais pas pensé que c'était si important que cela. D'accord. Kelly, elle n'avait pas pensé au logement ni à la communication. Marelle dit, oui, je remarque qu'il y a beaucoup de points à prendre en compte. Et Suzy dit, c'est très intéressant de considérer la sécurité dans tous ces domaines. Cela permet à chacun de faire un bilan intéressant et de définir des axes d'amélioration éventuellement. Bon, bah, Suzy, est-ce que tu veux venir animer l'atelier avec nous parce que tu as bien saisi, en tout cas, merci beaucoup, l'état d'esprit dans lequel on est ensemble aujourd'hui. OK. Donc, oui, Muriel, elle voudrait rajouter. Alors, elle prend la parole, Muriel, si tu veux. Tu peux activer ton micro ou l'écrire comme tu Oui, veux. bonjour à tous, merci. Alors, moi, je pensais surtout, enfin, bon, pas surtout, mais bon, on vit sur une île et nous avons chaque année la période, la saison cyclonique. Et donc, je pensais à ce côté-là. Donc, qu'est-ce qu'on met en place pour prévenir, en fait, les différents dégâts qui peuvent affecter nos activités? Oui, absolument. Je te remercie. Et d'ailleurs, dès la fin de la conférence, on va rajouter ça. Merci. Puisque, alors oui, effectivement, on aurait pu le mettre dans environnement et climat, puisque c'est d'ailleurs un grand sujet hein, sur nos îles. Alors, je ne sais pas comment c'est pour vous dans les autres territoires, mais en Martinique, on reçoit beaucoup de messages de prévention sur les dérèglements climatiques et les impacts que ça a, comment se préparer. Et c'est vrai que il y a toute la période cyclonique où quand tout doit être fermé, les boutiques, on ne peut pas se déplacer, il y a des inondations, parfois on perd de la marchandise. Effectivement, ce sont des gros risques pour une activité commerciale, par exemple, ou même de service. Et c'est un niveau de risque à prendre en compte. Je vais le rajouter. Alors, Claire, non, Manuela dit, j'avais déjà en tête tous ces aspects, car si l'un d'eux est défaillant, j'ai du mal à me concentrer et à trouver de la motivation et de l'inspiration. À titre d'exemple, je l'ai vécu lors du décès de mon conjoint. Toutes nos condoléances, Manuela, pour cette situation, effectivement, qui est très dure. Et c'est ce qu'on disait au démarrage, c'est-à-dire que parfois, des éléments personnels viennent affecter de toute façon la sécurité, notre capacité à bien gérer notre entreprise. Régine dit par expérience, la plupart des points sont importants. Merci Régine. Claire dit la sécurité physique inclut-elle la sécurité sanitaire? C'est-à-dire si j'ai des soucis de santé, suis-je en sécurité? Effectivement, c'est un point qu'on va pouvoir rajouter aussi, la sécurité sanitaire, c'est-à-dire est-ce que sur le territoire où je vis, il y a un accès facile aux médicaments, à des médecins, puisque ce n'est pas le cas tout le temps. Et donc, si je vis dans un endroit où il n'y a pas de médecin, où il n'y a pas de pharmacie, il va falloir que je prenne ça en compte. S'il n'y a pas d'hôpital, par exemple, il va falloir que je prenne ça en compte dans mon quotidien. Comment je peux faire en sorte d'être le moins souvent possible malade pour que cela n'affecte pas mes activités. Et Hello dit, ce sont les bases de la pyramide de Maslow et le socle de démarrage pour entreprendre. Tout à fait. Merci beaucoup. Effectivement, la pyramide de Maslow peut beaucoup aider dans cette analyse. Alors, la situation de Sandra et Olivia, Emmanuel, ne t'inquiète pas, on ne l'a pas encore abordée. J'étais en train de lire vos commentaires. Donc voilà, on va passer à deux études de cas. Les situations de Sandra et Olivia qui sont basées sur des faits réels. J'ai juste changé les prénoms. Elles sont entrepreneurs en Martinique. Alors, je vais vous lire leur situation et à vous de noter dans leur situation ce que vous pouvez identifier comme des situations à risque où leur niveau de sécurité est plutôt faible et essayer de trouver ce qu'elles pourraient mettre en place pour se sécuriser. Donc, si on se rappelle de la définition du début de la présentation, donc être sécurisé,
c'est un élément extérieur, une personne extérieure qui va nous mettre dans une situation où avant on craignait quelque chose et puis finalement on se sent en sécurité. Mais se sécuriser soi-même, c'est qu'est-ce que Sandra et Olivia peuvent faire elles-mêmes pour passer d'un état où elles ne se sentent pas en sécurité à un état où elles sont plus sereines et en confiance. Alors, Laetitia, toi, tu es conseillère en entreprise. Donc, tu vois passer tous les gens à la CCI. Tous les jours, tu vas passer des personnes qui ont un projet ou qui ont déjà entrepris. Et c'est un petit peu aussi ton travail de les aider à faire attention aux points importants dans leur parcours. Alors, je voudrais donc te présenter ces deux cas, puisque ces personnes sont des personnes qui existent vraiment, qui ont rencontré des difficultés. Et alors, j'aurais aimé avoir ton avis en tant que conseillère en entreprise. Qu'est-ce qu'elles pourraient faire ou à quoi elles devraient être attentives pour augmenter leur niveau de sécurité? Donc, on commence par le cas de Sandra. Voilà. Et je vous préviens qu'avant que Laetitia nous donne son avis d'expert, je demanderai à des personnes qui sont connectées leur avis. Voilà, je vous demanderai à vous vos avis. Alors, Sandra, elle est infirmière. Elle a 2 enfants et elle a 37 ans. Elle vit seule après une relation où les tensions à la maison étaient très fortes. Le jour où son conjoint a levé la main sur elle et ses enfants, elle a pris son courage à 2 mains et elle s'est séparée. Mais du coup, elle était seule pour payer son loyer qui était de 1 000 €. Le travail d'infirmière très fatigant et elle aimerait changer pour devenir masseuse. Sandra, on lui a toujours dit qu'elle a un vrai don pour accompagner les femmes, surtout celles qui ont une grossesse en cours ou qui viennent de donner naissance. Et c'est quelque chose qui lui plairait beaucoup de faire. Dans le rez-de-chaussée de son immeuble, il y a un cabinet où une psychologue et une infirmière qui exercent sur place lui proposent de louer une salle dans le cabinet. Donc, il y a 3 salles, 2 sont occupées, une est vide. Donc, elle lui propose de louer cette salle pour faire ses consultations et ses massages. C'est un peu cher, c'est 1 000 € par mois, mais elles lui disent tu n'auras pas à faire trop de publicité parce qu'on va t'envoyer nos patientes qu'on a déjà. Donc, normalement, tu devrais revenir dans tes frais assez rapidement. Donc, Sandra loue le local et puis elle se dit, bon, quand même, j'ai beaucoup de questions. Alors, elle rejoint un réseau de femmes entrepreneurs et donc elle rencontre une communauté d'autres personnes comme elle qui en sont à peu près au même stade. Et puis, elle s'inscrit à un accompagnement de 6 mois pour son projet d'entreprise. Pendant cet accompagnement, à la fois, elle reprend confiance en ses capacités, qui avaient été un petit peu ébranlées par sa situation familiale. Voilà, elle n'avait plus trop confiance en elle. Donc, elle reprend confiance en elle et elle achète du matériel pour son cabinet de massage. Donc, elle avance de l'argent. Et les 2 premiers mois, elle a plusieurs clients par le bouche à oreille. Parce qu'on lui dit, tu te lances, n'hésite pas à parler de ton entreprise, de ton activité. Alors, les gens de sa famille ou de ses amis en parlent aussi autour d'elle et par le bouche à oreille, elle commence à avoir quelques clients. Elle trouve ça super positif. Et en plus, on lui dit que aujourd'hui, pour gagner en clientèle, il faut se mettre aux réseaux sociaux. Et donc, elle passe, comme elle est très volontaire et elle est autodidacte, elle se forme et elle communique sur les réseaux sociaux. C'est quand même dur, c'est quand même compliqué. En plus, elle a une vie de maman avec 2 enfants, elle est fatiguée, mais elle arrive le soir à faire passer et à augmenter la qualité de ses réseaux sociaux. En plus, c'est pas évident de se mettre en avant, parce qu'aujourd'hui, voilà, le discours, c'est pour gagner en confiance avec les futurs clients, il faut qu'on vous voit, il faut montrer votre tête, votre corps, et il faut parler devant une caméra à des gens qu'on ne sait pas qui sont, etc. Donc, c'est quand même pas un exercice facile pour les gens de la génération de la quarantaine. Donc, mais elle sait que c'est pour le bien de ses enfants, et donc elle dépasse ses peurs et elle fait ça. Donc, elle arrête sa licence d'infirmière, puisqu'elle est vraiment décidée. Mais
comme elle n'a pas encore assez d'argent avec ses clients du massage, elle continue à faire des remplacements pour ses collègues, mais elle ne le déclare pas. Donc, elle travaille les soirs et les week-ends, et comme c'est payé en tarif euh, plus élevé qu'en journée, ça lui rapporte environ 3 000 € par mois. Pour le moment, c'est suffisant pour couvrir ses charges. Et donc, elle se dit, ben, pour avoir de nouveaux clients, je vais peut-être passer par une community manager parce qu'elle n'a pas les résultats qu'elle veut sur les réseaux sociaux. Et la payer 300 € par mois, en Martinique, c'est à peu près le prix de base pour une community manager. Sauf que 2 mois plus tard, Sandra, elle est en grande difficulté. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une situation économique, il y a eu une crise économique. Tout a flambé, tous les prix ont flambé et le porte-monnaie des gens s'est un petit peu réduit. Et donc, à choisir entre aller au supermarché et faire un massage, et ben, les gens ils vont acheter à manger. Donc, elle n'a plus que très peu de clients, 2 ou 3 par mois. Et ses collègues infirmières, elles, en fait, elles ne la sollicitent presque plus pour les remplacements. En plus de ça, donc, voilà, la situation est assez compliquée. Elle en parle autour d'elle, mais elle ne trouve pas, il n'y a personne qui lui donne une solution miracle. Donc, elle fait le point et elle comprend qu'elle ne gagne pas assez pour payer toutes ses charges. Et donc, elle prend une décision de déménager, puisqu'elle ne peut plus payer son loyer où elle vit avec ses enfants, et de prendre un plus petit appartement. Comme elle est quand même accompagnée dans un réseau, quelqu'un prend le temps d'étudier sa situation et constate effectivement qu'elle a trop de charges, donc on lui conseille d'arrêter la location de son local. Et là, 2 mois après, elle se rend compte qu'elle a bien fait d'arrêter la location, puisqu'elle est située dans un quartier un peu chaud, à Sainte-Thérèse, où des affrontements ont lieu et les commerces à côté ont été dégradés lors des derniers affrontements. Et elle s'est dit, bon, bah, finalement, ça aurait pu aussi arriver à mon local à moi. Heureusement que je ne l'ai plus. Alors, je regarde un petit peu pour la situation de Sandra. Je regarde vos questions ou commentaires. Alors, Nathalie dit, pourquoi ne commence-t-elle pas son activité chez elle en économisant 1 000 €? En fait, elle n'a pas commencé chez elle parce que justement, chez elle, c'était pas du tout propice à recevoir des personnes et à proposer une ambiance de massage, de détente. Voilà, c'était un appartement qui pouvait absolument pas recevoir ses clients. Françoise dit que ça fait trop pour une seule personne. C'est vrai, mais Sandra, elle a un fort caractère, elle a une forte motivation. Nathalie dit, elle peut économiser 1 300 € par mois. Il y a beaucoup de stratégies aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour poster sans montrer son visage et sans qu'elle vienne me voir Sandra, je vais lui montrer comment faire. Ben, Nathalie, c'est très gentil de te proposer. Alors, et Nathalie dit, en plus, il ne faut pas oublier les charges sociales et en profession libérale, ça fait beaucoup. Ensuite, Elodie, organisation initiale à revoir au niveau des priorités à engager. Business plan anticipé, quelles ressources? Françoise dit manque de stratégie et de vision à long terme. D'accord. Hello dit que tu es dans la même situation. D'accord. Et Claudine suggère massage à domicile ou en plein air. Kelly, insécurité financière, insécurité au niveau du logement, de la situation administrative et physique. Alors, je ne vais pas pouvoir lire tous vos commentaires. On est plus de 120 ateliers. Et voilà, je lis les derniers de Suzy. Et puis après, s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole aussi pour participer oralement, n'hésitez pas à activer votre micro. Ce sera avec plaisir qu'on écoutera quelqu'un qui peut
Donc, je rappelle les questions qui étaient posées. C'était les différents types de sécurité à risque pour Sandra et les actions qu'elle pourrait prendre pour se sécuriser. Voilà, je lui dis, Sandra n'a pas anticipé ou aurait pu anticiper son changement. Sa famille est fragilisée par son divorce. Ses enfants ont besoin de sa présence. Elle a réagi au feeling sans effectuer une étude de marché préalable. En travaillant le soir et les week-ends, elle fragilise ses enfants. Une anticipation et une préparation auraient permis d'effectuer un changement plus pérenne. Merci. Donc, je rappelle aussi que nous faisons tous et toutes toujours au mieux avec les situations, avec les ressources qui nous sont données. C'est-à-dire que à aucun moment, lorsqu'on est en situation de difficulté, il faut regretter les choix qu'on a faits ou s'en vouloir ou culpabiliser. Si on rencontre une personne qui est en difficulté, on évite aussi de la culpabiliser ou de lui dire voilà, tu aurais dû penser différemment, puisque chacun d'entre nous, à un instant T, on voit bien qu'on est dans une situation difficile et on regarde ce qu'on a autour de nous, les opportunités, les ressources, les personnes de confiance, de soutien, et c'est comme ça qu'on base nos choix. Donc, si malgré ça, les résultats qu'on obtient nous laissent toujours en insécurité, on va voir quoi faire pour améliorer la situation. Donc, Laetitia, en ta qualité d'experte, on veut bien avoir ton avis. Qu'est-ce qu'on peut, déjà, quels sont les niveaux d'insécurité dans lesquels Sandra est et que peut-être elle n'a pas vu aussi? Ok. Donc merci. Donc à la lecture donc de l'étude de cas, donc effectivement Sandra a saisi une opportunité. Donc il y a une opportunité qui s'est présentée à elle, qui était tout à fait en adéquation avec un peu quelque chose qui lui tenait à cœur. Et donc, du coup, elle s'est lancée un peu à vue, j'ai envie de dire, et n'a pas forcément pris le temps de réaliser une étude de marché. C'est vrai que cette opportunité présentait plutôt une pérennité, dans la mesure où elle avait identifié des prescripteurs, donc notamment le cabinet qui se situait à proximité. Mais partant de ce constat, elle aurait pu réaliser en fait une étude déjà de marché, donc partir sur le portefeuille client de ses prescripteurs et analyser d'elle-même en fait le nombre de clients que ça représentait et analyser aussi le flux qu'elle aurait pu récupérer par rapport à ses recommandations et puis enrichir aussi son réseau en partant d'une base en fait. D'autre part, convient aussi de mesurer en fait la viabilité du projet, donc mettre en place soi-même un certain nombre d'outils qui permettent d'avoir une vision en fait sur la rentabilité et sur la viabilité de l'entreprise, mais surtout sur la pérennité. C'est vrai au démarrage, le bouche à oreille fonctionne, mais il faut aussi avoir une stratégie sur le long terme et son modèle économique doit aussi évoluer pendant tout le long de la vie de l'entreprise, puisque malheureusement, en qualité de chef d'entreprise, on a un environnement externe qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas négliger et qu'on ne maîtrise pas. Donc, ça demande, c'est vrai, une certaine agilité pour pouvoir faire les bonnes orientations stratégiques. Et il faut savoir qu'il existe des outils, des tableaux de bord en interne qui permettent de piloter au mieux, en tout cas, son activité et d'anticiper au mieux les changements qui pourraient intervenir pendant la durée de vie de son activité. Concernant la décision de développer en fait son portefeuille client par le biais d'une communication sur les réseaux sociaux, euh, l'idée est bonne, seulement il faut savoir qu'un plan de communication
il se travaille parce qu'il ne suffit pas de communiquer, il faut pouvoir réaliser une communication ciblée. Comment je touche ma clientèle cible? Est-ce qu'en communiquant au grand public, combien de pourcentage des personnes que je vise seront touchées par cette communication-là? Donc, c'est vrai que du coup, sur la communication, il est important d'avoir des outils en fait qui permettent de toucher la clientèle cible en priorité et puis de réaliser aussi un travail sur la fidélisation des clientes. Et puis sur les types de prestations aussi qu'on délivre. Est-ce qu'on a des prestations ponctuelles ou est-ce qu'on met en place un principe de forfait pour pouvoir maintenir cette clientèle-là? Donc, toute cette analyse part du modèle économique. L'opportunité, en fait, c'est une bonne chose, mais partant de cette opportunité, il faut vraiment prendre le temps de mûrir son projet et d'y travailler. Et pour cela, en fait, il y a un certain nombre de partenaires partenaires économiques notamment, qui accompagnent les chefs d'entreprise. Mais je comprends que souvent, on a envie d'aller plus vite, mais on se rend vite compte qu'en termes de pérennité, c'est vraiment important de se faire accompagner par le réseau notamment et de pouvoir en fait mûrir son idée et de pouvoir l'enrichir en fait, en tout cas pour pouvoir arriver à une activité un peu plus stable. Concernant la situation, on peut noter aussi que du coup, c'est Olivia, c'est ça? Non, j'ai oublié le prénom. C'est Sandra. Le chef d'entreprise a aussi pris des risques, notamment concernant une activité qui serait non déclarée. Donc, du coup, là-dessus, en termes d'assurance, surtout qu'elle était déjà dans un état de fatigue, sur des activités qui nécessitent des déplacements quand on est infirmière, et du coup, a aussi donc fragilisé un petit peu sa sécurité au niveau familial. Donc, a aussi pris des risques. Donc, attention aussi en termes d'assurance, sachant que en cas d'accident, elle n'aurait pas été couverte par s'il y avait eu des, euh, des incidents. Et puis, donc, en termes de prévention aussi, donc des difficultés, il y a aussi donc enfin, je ne sais pas si vous connaissez au niveau de la chambre de commerce, le CIP, donc c'est un centre de prévention des difficultés qui vous permet en fait d'avoir des conseils dès les premiers signes de défaillance de l'entreprise. Donc vous pouvez contacter le CIP qui vous oriente en fait vers soit vers comment dire, des dispositifs ou encore un accompagnement. Ça peut être sur des simples demandes d'échéance. Enfin, en fonction du cas qui est présenté, on peut vous donner en tout cas des pistes pour pouvoir vous permettre de rebondir. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est important de se faire entourer. Il faut vraiment s'entourer. Comme l'a évoqué Anna, on a, j'ai envie de dire, la chance de pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'accompagnements par différents réseaux, donc qui sont de plus en plus nombreux, mais il faut trouver en fait la bonne compilation par rapport à sa situation personnelle pour pouvoir pérenniser vos activités. Donc, voilà ce que je voulais rajouter. Et pour le CIP, j'ai vu qu'il y avait une question. Oui, je vais vous communiquer les informations. Alors, j'en profite et je vais passer la parole à François. J'en profite pour vous dire qu'à la fin de cette présentation, nous allons vous transmettre un guide de l'orientation entrepreneuriale dans lequel sont recensés tous les dispositifs d'accompagnement à l'entrepreneuriat en Martinique à la fin de la présentation. Donc, vous aurez le lien de téléchargement. Donc, restez avec nous. Et les coordonnées du CIP seront peut-être déjà inscrites dedans. Alors, merci donc beaucoup Laetitia pour cette analyse super professionnelle. Et on sent en fait, on sent que Sandra, elle était dans un niveau de risque sur beaucoup de points. Et donc, elle a réussi à se sécuriser sur un certain nombre, les plus urgents. Et donc, elle a réussi à entrer dans une situation un peu plus sécurisée une fois qu'elle s'est séparée. Mais du coup, ça a créé aussi de nouvelles insécurités financières. Par exemple, elle avait plus de charges. Et donc, du coup,
elle aurait eu besoin d'un temps plus long que ce qu'elle n'aurait imaginé pour augmenter et pour que toutes les prises de décision qu'elle a prises, qui allaient pourtant dans le bon sens, aient vraiment le temps de faire effet. Alors, Françoise, est-ce que, vas-y, n'hésite pas, je te propose de réactiver ton micro pour prendre la parole. Alors, attendez, est-ce que vous m'entendez? Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, déjà, merci, hein, merci pour ce live. J'aurais pu être Sandra, j'ai un peu la même histoire qu'elle, à quelques détails près. Moi, mon niveau d'insécurité, c'est que depuis 1 an et demi, je fais de l'épilepsie. D'accord. Et je me suis, c'est-à-dire que l'une de mes grandes peurs, c'est de faire une crise alors que j'ai un client avec moi. Donc, je vous propose mon cas en étude de cas. Alors, vas-y, dis-nous. Voilà, c'est donc. Alors, moi, j'étais infirmière libérale, je gagnais très bien ma vie, tout ce qu'on veut, mais j'étais plus trop en accord. J'étais plus en accord avec tout ça. Donc, je suis en train de créer mon business de cœur où j'ai associé mes compétences de professionnel de santé à ma passion pour tout ce qui est beauté et esthétique. Et j'ai créé des protocoles de soins de la peau et des cheveux. Je traite l'alopécie, je traite très efficacement avec des solutions extrêmement simples, naturelles et respectueuses. Moi, je veux dire, c'est génial, c'est parfait. Et l'une des choses aujourd'hui, j'en ai conscience, qui fait que je n'ose pas vraiment m'avancer, c'est cette peur du succès, de ne pas pouvoir le gérer. Parce que, voilà, de redevenir en quelque part l'esclave de mon entreprise. Oui. Voilà. Et cette nouvelle donnée d'épilepsie qui fait que je suis relativement insécure, parce que ça peut arriver n'importe quand, à n'importe quel moment, sans prévenir. Alors, effectivement, il y a un traitement que j'ai arrêté de prendre parce que j'étais l'ombre de moi-même, j'étais fatiguée, j'ai perdu une certaine liberté par rapport à ça. Donc, je voulais vous soumettre cette situation, comment augmenter mon niveau de sécurité sanitaire, puisque quelqu'un a abordé cette question. Voilà. D'accord. Ben, d'abord, avant de répondre, beaucoup de courage pour cette situation. C'est jamais évident quand nos conditions physiques nous lâchent un petit peu et du coup, on n'est plus aussi maître de notre corps qu'on voudrait. Mais bravo quand même pour le courage d'avoir osé changer de vie et aller vers une situation, voilà, de prendre une décision qui te permet au moins d'être complètement épanoui et aligné dans ton activité professionnelle par rapport à qui tu es. Alors, ça me fait penser que nous avons dans le cadre de la semaine donc un atelier qui s'appelle Combattre le syndrome de l'imposteur. Donc, c'est peut-être pas directement lié à ce que tu décris, mais en tout cas, on sent que c'est de toute façon tout ce qui est lié au blocage qu'on peut avoir au niveau du mental, que ce soit par la peur de l'échec ou par la peur de trop réussir, parce que qui dit grand succès de son entreprise peut dire aussi charge de travail pour laquelle on ne serait pas en capacité d'assumer. Et quand on a déjà connu des situations d'épuisement professionnel, notre cerveau, notre mental nous interdit de retourner dans une situation qui pourrait nous mettre à risque aussi d'être en surcharge professionnelle. Et Dieu sait que pour être entrepreneur, il faut avoir de l'énergie voilà, c'est des défis au quotidien. Donc, il va falloir prendre le temps d'identifier les peurs mentales et trouver des personnes. Alors, ça peut être à la fois qui peuvent t'écouter et peut-être que juste d'en parler et de partager une réalité que d'autres partagent aussi, ça va leur donner moins d'intensité et tu vas pouvoir dépasser tes peurs. Mais parfois, quand ça vient ou quand ça a créé en nous certains traumas, là, on aura beau avoir toute la motivation du monde, on aura beau avoir des gens qui nous poussent derrière nous, sans l'aide de professionnels comme des psychologues, pour guérir.
les traumas et pouvoir les classer dans les archives et pouvoir continuer, ça risque de nous freiner. Ça ne va pas nous empêcher, mais ça va beaucoup nous freiner. Et comme tu dis, ça va nous empêcher de faire rentrer des revenus plus importants, puisqu'on va associer. Plus je gagne d'argent, plus je suis à risque d'épuisement. Donc, il vaut mieux pas que je gagne d'argent, en fait. Sauf que, voilà, l'entrepreneuriat, Oui. voilà. Oui. Je voulais juste, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Alors, pour augmenter mon niveau de sécurité maintenant, c'est-à-dire que j'ai déménagé et j'entreprends de chez moi. C'est-à-dire, je ne vais plus, j'avais installé mon cabinet chez mes parents qui avaient une plus grande maison, etc. Donc, pour pouvoir me sentir en sécurité, etc., j'ai déménagé, j'ai installé mon institut chez moi. Donc, ça m'amène ce sentiment de sécurité-là, euh, de, de ça me rassure, en tous les cas. Je n'ai plus à conduire, etc., etc., etc. Et donc, voilà, c'était juste à amener ça et puis dire, voilà, que Sandra n'est pas toute seule. Voilà, on a des opportunités au début. On y va, on fonce tête baissée. On n'a pas forcément la vision à long terme. Et pour moi, aujourd'hui, ce qui fait vraiment une différence, c'est comme c'est dit, c'est s'entourer, se faire accompagner et se former. S'informer et se former. Puisque entreprendre, c'est une magnifique aventure, mais ça demande de grandir. Ça demande de grandir. Merci Voilà, beaucoup. Tu sais, je Françoise, m'arrête. ton témoignage touche beaucoup les personnes qui sont en train de mettre des commentaires. Je ne sais pas si tu les vois, mais en tout cas, il y a Non. beaucoup de gens qui réagissent. Alors, il y a Nathalie qui dit merci pour le partage de ton témoignage. Suzy qui dit je pense que derrière ta peur, il y a un grand désir. Dans ce cas, l'aide d'un psychothérapeute pourrait t'aider à passer le cap et assumer ta réussite. Tu sembles très solaire. Il ne te reste plus qu'à briller. Merci pour ta générosité à travers ce partage. Voilà, Dosity dit que tu pourrais revoir un médecin pour ajuster ton traitement si pour l'instant il est trop fort. Une fois le juste équilibre trouvé, cela pourra certainement aider à diminuer les peurs. Catherine te remercie aussi. Et voilà, enfin, il y a plein de personnes qui te remercient. Bon, ben, je vais regarder. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Et je voudrais vous partager le fait que dans le réseau Lila, on est une centaine de femmes entrepreneurs chaque année environ. Et je ne vais pas dire que l'intégralité, on est passé par ce genre de situation-là, mais toutes, on a ce point commun que l'entrepreneuriat a été une opportunité pour sortir d'une situation insécure dans un des points qu'on a vu au démarrage. Et donc, peut-être qu'aujourd'hui, c'est votre situation aussi. Vous êtes dans une situation qui vous semble non sécurisée. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'entrepreneuriat est une opportunité pour en sortir, pérenne, ou est-ce que, mais déjà, le fait, enfin, vous pouvez vous féliciter d'être dans cette démarche-là et déjà d'avoir trouvé les ressources en vous et autour de vous pour sortir de ces situations. Donc, vraiment, un grand bravo du fond du cœur, parce qu'il faut énormément de ressources et de courage pour faire ça. Alors, Laetitia, est-ce que tu aurais une recommandation à faire à Françoise? Alors, à mon niveau, c'est vrai que ça a été, enfin, beaucoup de choses ont été évoquées, donc je pense que j'ai pas grand-chose à rajouter. Donc, c'est vrai que l'entretien avec des spécialistes de la santé, donc je pense que ce serait le premier réflexe pour pouvoir prendre après, par la suite, les orientations qui seront nécessaires. Mais effectivement, de par sa ténacité, on voit qu'il y a une certaine passion qui se dégage. C'est déjà un point très positif pour pouvoir rebondir parce que la ténacité chez un chef d'entreprise, c'est vraiment une qualité qui est importante et nécessaire. Donc, bon courage pour la suite et surtout ne pas perdre sa motivation. Oui. Et nous avons également, durant la semaine, un atelier qui s'intitule Entreprendre en situation de handicap. Donc, à voir si ton épilepsie pourrait être reconnue ou pas comme un handicap.
auquel cas il existe des dispositifs qui peuvent soutenir les entrepreneurs, entrepreneuses qui ont un handicap reconnu officiellement. Alors, quelle heure il est? Il est 10h36, nous sommes déjà à 1 heure d'atelier. Les échanges ont été très riches, donc je vais directement passer à l'exercice pratique que je voulais vous présenter, qui va vous permettre de vous auto-évaluer sur votre niveau de sécurité. Donc, vous allez recopier cette cible, ce schéma sur une feuille. Donc, il faut faire 4 traits, un vertical, un horizontal et 2 qui vont venir en diagonale. Et ensuite, mettre une échelle sur ces traits de 0 à 10. Et vous allez étudier tous ces éléments de tous les niveaux de sécurité qui vous concernent. Donc là, vous pouvez faire une capture d'écran ou prendre en photo si vous voulez pour pouvoir ensuite le refaire chez vous, puisque c'est un exercice à faire chez soi, éventuellement accompagné d'un ami ou d'une collègue ou avec d'autres personnes avec qui vous allez pouvoir confronter votre situation. Et vous allez donner une note à chaque typologie de sécurité. Donc, si on prend le cas de Sandra, par exemple, au niveau du logement, elle était, s'il fallait donner une note de 0 à 10 pour sa situation de logement qui était trop chère par rapport à ses revenus, on mettra une note inférieure à 5. On pourra mettre 3 sur 10, par exemple. Pour son environnement familial, étant donné qu'elle était dans une situation de violence intrafamiliale, on pourrait mettre une note assez basse aussi, 2 sur 10. Et ainsi de suite. Le fait de colorier, de remplir en fait ces graduations va vous donner en une image votre situation globale et toutes les notes qui seront inférieures à 5, il faudra vous rapprocher d'un conseil, de professionnels pour, si vous ne trouvez pas vous-même des solutions pour augmenter cette note, pour vous permettre d'améliorer votre situation de sécurité sur tous ces sujets-là. Et on a dit qu'on allait rajouter, que vous pouvez rajouter 2 éléments de sécurité qui n'avaient pas été inscrits au démarrage. C'est les risques environnementaux et les risques de santé. Vous pouvez personnaliser, bien entendu, ces schémas. Et je regarde les commentaires. Voilà, qui continuent de remercier. On peut l'enregistrer dans la galerie. D'accord. Et donc, alors, excusez-moi, je vais un petit peu trop loin. Donc, par rapport à ce qu'on a vu en conclusion, voilà, les grands ingrédients importants à prendre en compte pour assurer sa sécurité. Eh bien, déjà, c'est d'avoir, une petite coquille sur la présentation, de l'information et de l'orientation qui soit assurée par des professionnels de l'accompagnement, d'être bien entouré, de bénéficier de la solidarité des personnes de notre entourage, d'être dans un environnement où la sécurité civile, de l'infrastructure et alimentaire est minimum, d'avoir des assurances personnelles, donc de responsabilité civile, ou des assurances professionnelles qui vont faire en sorte que s'il arrive quelque chose à ma personne ou à mon entreprise, je pourrais recevoir des aides financières, des dédommagements ou des remboursements
de frais que j'aurai avancés. Et aussi de s'assurer que je suis sur un territoire où les lois et les services publics sont identiques pour tous. Et si j'ai l'impression d'être très isolée, de ne pas avoir de renseignements, alors de me rapprocher des services publics, des institutions qui sont là pour donner des informations au plus grand nombre. Comme discuté, comme je vous ai informé tout à l'heure, donc l'équipe du projet de l'égalité entrepreneuriale a fait un travail avec tous les acteurs de l'accompagnement qui a permis de déboucher sur un guide que vous pouvez télécharger en scannant ce QR code. Voilà. Et le lien de téléchargement vous sera également envoyé par mail. Et dans lequel vous retrouverez tous les éléments à prendre en compte avant d'entreprendre, les points de vigilance et toutes les structures qui peuvent vous aider dans vos démarches. D'autres sites Internet que vous pouvez consulter, mis en place par les services publics, justement. Mes questions d'argent, la plateforme de l'inclusion et mes droits sociaux, qui sont des sites où vous allez retrouver. Oui, Catherine, donc elle me demande si on va l'avoir par mail. On vous enverra le lien qui vous permettra de télécharger. Le guide se trouve sur le site internet Zétoile. Voilà, on va vous partager ça, effectivement. Et vous le retrouverez aussi en allant dans la bio du site Instagram du projet. Madame Derigeant, donc, qui est déléguée territoriale à l'égalité femmes-hommes de la CTM de Martinique, nous dit qu'il est possible également de se faire accompagner par des mentors, de trouver des personnes qui vont pouvoir nous accompagner individuellement et nous donner leur expérience à travers du mentorat. Donc, elle a mis dans les commentaires le lien vers une plateforme où vous pouvez vous inscrire et solliciter à la fois pour être accompagné, mais aussi pour vous proposer comme mentor si vous vous sentez d'accompagner d'autres personnes. Donc, vous avez ici le QR code qui vous amène sur le portail Zétoile, donc qui est un dispositif unique dans les Outre-mer qui permet de recenser tous les acteurs, toutes les aides à la création d'entreprises et au développement d'entreprises. Et que nous espérons, voilà, avec le soutien des politiques publiques, pourra être éventuellement dupliqué sur les autres territoires. Et vous avez également le site internet de BPI France Création, qui propose de nombreux outils, de très nombreuses vidéos qui répondent à énormément de questions sur les sujets d'entrepreneuriat et qui peuvent vous orienter vers des professionnels également. Voilà, je vous remercie pour votre présence. Nous sommes toujours 120. Merci pour votre participation. On peut prendre, si vous souhaitez, si Laetitia, c'est possible encore pour toi de dépasser un petit peu sur le temps qui était prévu pour prendre quelques questions. Ok, pas de souci pour moi. Super, merci. J'ai une petite question. Oui. Comment s'inscrire? J'ai été sur le lien là que madame a donné pour avoir un mentor, mais en fait, il faut se rapprocher de son conseiller parce que sur le site, il y a pas de moyen, il n'y a pas moyen de s'inscrire sur le lien qu'elle a donné. C'est juste un article. Et je vous remercie, madame de la CCI, madame Laclé, pour les coordonnées de la CIP parce que c'est pas sur le guide. Ok, Parfait. avec plaisir. Et je note qu'on va le rajouter sur le contact secret. Et donc, vous... Anna, tu peux remettre le QR code pour eux, Ah, le guide, s'il te plaît. oui.
Alors, ici, vous avez le QR code qui va vous envoyer sur un questionnaire d'évaluation. Alors, tout simplement, pour que cet atelier puisse être réorganisé l'année prochaine, ces ateliers sont financés par la préfecture, la CTM et le ministère la délégation générale de la cohésion sociale. Pour que ces ateliers puissent avoir lieu l'année prochaine, nous avons besoin de montrer donc à nos dirigeants que ces ateliers ont été utiles pour vous, ou aussi de savoir s'il y a des informations qui manquent ou qui pourraient être améliorées pour que ça leur donne envie l'année prochaine de financer à nouveau l'action et que ces ateliers aient lieu. Je précise que tous les intervenants de cette semaine le font de façon bénévole. Alors voilà, donc vous avez... alors, si les membres de mon équipe, de l'équipe du projet, sont présentes dans le chat, est-ce qu'elles peuvent remettre, s'il vous plaît, le lien vers le téléchargement du guide et le lien vers le questionnaire? Voilà, et je vous remets le QR code du guide. Tout cela vous sera partagé par mail à la fin de la semaine avec l'ensemble des replays. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Et nous allons devoir clore effectivement en fait cet atelier puisqu'il y en a un autre qui s'enchaîne à 11 h. Merci à tous et à toutes pour votre présence. On espère que ce qui a été échangé a été utile. Et nous vous souhaitons une agréable fin de journée et de trouver toutes les ressources et les solutions dont vous avez besoin pour dépasser les difficultés qui peuvent être dans votre quotidien. Je remercie Madame Derigeant et Madame Cydalise Montez, donc les deux délégués aux droits des femmes, préfecture et CTM, d'avoir été avec nous. Et Laetitia également, merci beaucoup à la CCI d'avoir co-animé cet atelier. Votre expertise est extrêmement importante et vous êtes un acteur incontournable en Martinique quand on veut se lancer. C'est toujours bien d'aller prendre un rendez-vous à la CCI avec un conseiller, justement pour éviter d'être dans des urgences par la suite et de mettre en place un plan pérenne. Merci Anna pour cette co-animation. Ça a été un atelier très intéressant et puis de pouvoir partager aussi avec des futurs chefs d'entreprise ou des chefs d'entreprise et puis d'avoir aussi un ressenti direct en fait du terrain. Donc c'est vraiment une opportunité aussi pour nous de vous rencontrer et puis de faire un petit peu un état des lieux de la réalité du terrain. En tout cas, merci et bonne continuation à tous. Parfait. Merci beaucoup. À bientôt. Une bonne journée à tout le monde. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bye. On peut pas rester connecté pour le prochain atelier? C'est pas le Alors, même lien? non, non, non. Faut Alors, que je me si, déconnecte et que je me notre reconnecte. équipe, oui, s'il vous plaît, déconnectez-vous. C'est une autre équipe qui va prendre le Ah, relais. d'accord, ok. Ah, d'accord, ok. On va nous l'envoyer alors. Merci. Au revoir. Vous pouvez réutiliser le même lien. Réutiliser le même lien et vous serez pareil comme tout à l'heure en salle d'attente. D'accord. Merci. Merci. Merci Merci, au beaucoup. plaisir. À tout à l'heure. Je vous en prie. Au revoir.